Madame, Monsieur, bonsoir. Ancien ministre, notre invité ce soir est un Istiqlalien vu comme une des compétences du parti. Il est à l'origine du permis à points. Du temps où il était ministre des Transports, il a également siégé au Parlement en tant que président de la Chambre des députés. C'est dire que l'homme est un visage connu des Marocains pour avoir cumulé une expérience de politicien et de gestionnaire. C'est un des noms du parti de l'Istiqlal qui se sont dressés contre Hamid Chabat, ex-secrétaire général du parti. Karim Rallab, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'Istiqlal, il y a quelques mois, il était, on va dire, sujet à une guerre intestine. Aujourd'hui, est-il sorti, on va dire, indemne de cette expérience? En tout cas, il est sorti de cette expérience. Le congrès a eu lieu il y a plus que quelques mois maintenant. Et donc, la nouvelle direction a pris ses marques et l'équipe dirigeante travaille et agit pour remettre sur pied le parti de l'Istiqlal. Et aujourd'hui, cette étape est derrière nous. Et après, oui, avec l'arrivée de Nizar Baraka, c'est un parti qui a choisi d'être dans l'opposition. Quel bilan faites-vous en fait de ces actions dans l'opposition? Ce que vous avez mentionné fait déjà partie du bilan. À l'époque précédente, on était dans une situation intermédiaire de soutien critique vis-à-vis du gouvernement actuel et nous avons confirmé notre positionnement de l'opposition par la décision du Conseil national, qui est l'instance principale plus importante du parti qui prend ces grandes décisions. Donc aujourd'hui, le parti avance, comme je l'ai dit, se reconstruit, se redéveloppe et agit pour être le plus proche des citoyens dans les sections, dans les conseils provinciaux et en mobilisant toutes ces instances. Et les observateurs disent en fait quelque part que vous n'avez vraiment pas bien saisi en fait cette vacance d'opposition qu'il y a maintenant dans la scène politique marocaine. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a, je dirais, une vacance en même temps dans l'opposition et même dans la majorité, si je puis m'exprimer ainsi. Nous vivons un moment politique assez morne finalement, et nous essayons, en tant que parti, de faire bouger la scène politique. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens, d'observateurs vis-à-vis de toute la scène politique qui n'y croient plus beaucoup, et nous essayons d'aider en tout cas à sortir de cette période un peu de doute et cette crise de confiance en représentant une opposition active et qui ne soit pas dans l'opposition pour l'opposition, c'est-à-dire dans la déclaration, dans la petite phrase, mais dans la proposition et dans la construction. Et sur certaines questions par exemple qui ont fait débat, comme l'utilisation de la langue française, d'aucuns diront que vous avez déçu. Alors les Istiqlaliens, disons, sont pour la langue, pour l'arabe et pour l'identité nationale. Et quand on dit l'arabe aujourd'hui, on dit l'amazigh aussi, parce que c'est l'identité nationale et c'est gommer les images de suprématie qui viennent de l'époque de la colonie. La langue est une vitrine finalement de notre identité, de notre culture, de notre Karim Rallab, le francophone, qui le dit. Et aujourd'hui, voilà, nous ne sommes pas contre le français puisque je suis en train de m'exprimer en français, quoique j'ai donné très rarement des interviews en français, et je déplore le fait de voir de temps en temps des hauts responsables de l'État, des ministres notamment, qui représentent le gouvernement du Royaume du Maroc dans des situations officielles, s'exprimer en français, alors que leurs homologues, quand ils sont là, s'expriment dans leur langue nationale. Et ça donne une image, je dirais, que le Maroc veut avoir dépassée, et on veut cultiver l'idée que notre identité, eh bien, que nous en sommes fiers et que nous la célébrons et que nous la renforçons. Et dans ce cadre-là, bien sûr, les langues internationales, la langue française, l'anglais, etc., le multilinguisme est un atout qu'il faut conserver, qu'il faut développer, mais dans cet équilibre-là. Et pour vous, l'utilisation de la langue étrangère, surtout dans l'enseignement des matières scientifiques, vous choisirez le français ou l'anglais? Il n'y a pas de contradiction par rapport à cela. On peut très bien avoir finalement la loi cadre qui est passée. Et pourtant, c'est l'anglais qui est la langue qui domine. Oui. Après, il faut voir en fonction. Ce qui est important, c'est la qualité de l'enseignement. C'est si nous avons des professeurs qui sont capables d'enseigner en anglais, si nous avons des professeurs qui sont capables d'enseigner en français, ou des professeurs qui sont capables d'enseigner en arabe. Et je voudrais dire ici que sur la question des sciences, on fait un faux procès à l'arabe, de lui prêter une incapacité de transférer la connaissance en matière scientifique, par exemple, ou dans le business, ou des choses comme ça. Ce sont plus nous, Arabes, Marocains ou Arabes en général, qui n'avons pas réussi
à dynamiser cette langue et à la rendre plus proche des préoccupations des gens, plus proche du business, plus proche de la science. Et donc l'arabe est tout à fait capable de supporter tout cela. Maintenant, il faut être concret et quand on parle d'enseignement, la chose la plus importante, c'est la qualité de l'enseignement, des connaissances que l'on transfère à nos jeunes enfants. Et dans ce cadre-là, je voudrais aussi dire que nous défendons beaucoup l'école publique, qui est aujourd'hui le parent pauvre de l'enseignement. Nous y reviendrons peut-être dans le débat, mais l'école publique, l'université publique, celle qui permet à tous les Marocains d'avoir accès à un enseignement de qualité, c'est une valeur qui est en train de se perdre aujourd'hui et qui nous inquiète très fortement. Ce qui corrobore vos propos, c'est par exemple le cas finlandais. C'est un pays, un petit pays, mais qui arrive à faire de très bons résultats en termes d'enseignement. Mais il le fait avec sa langue, avec la langue finlandaise. Pourquoi on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à faire la même chose avec notre langue? Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, je dirais, qui sont symboliques et qui sont ancrées dans notre manière de réfléchir et que nous devons dépasser. Et c'est là que, je dirais, le message istiqlalien est là, c'est-à-dire qu'il faut réellement combattre tous les reliquats de la période du protectorat, etc., qui pourrait donner l'impression que ce qui n'est pas marocain est meilleur que ce qui est marocain. Nous devons arriver à cultiver la fierté d'avoir un produit made in Morocco qui est bon, d'avoir un restaurant made in Morocco qui est bon, d'avoir des enseignants made in Morocco qui sont bons et qui parlent en arabe et demain aussi, ou en même temps en amazigh, au fur et à mesure de la mise en œuvre du caractère constitutionnel de cette langue. Et ensuite, eh bien, il faut arriver à réaliser sur le terrain, vous parliez de l'enseignement et du modèle que vous avez cité, eh bien, d'avoir des universités, des écoles primaires, des écoles préscolaires, etc., qui fonctionnent avec une qualité opérationnelle excellente, développée à travers le système public. Et cela, aujourd'hui, fait l'objet en fait d'un constat de quasi-faillite ou de réformes serpent de mer qui se répètent sans arriver à réellement délivrer cela. Et ça, ce constat, il faut le faire, il est amer, il est dur, mais il faut le faire, et il faut aller de l'avant là-dessus et défendre l'école publique, une école publique performante et gratuite pour les enfants. Peut-être qu'on en parlera quand on évoquera le modèle de développement. Est-ce que sur des questions, par exemple, comme les libertés individuelles, vous n'avez pas été un peu timide? Alors, peut-être. Suite au débat qui a eu lieu ces derniers temps et qui prévaut aujourd'hui. Oui, peut-être que peu de dirigeants istiqlaliens se sont exprimés. C'est une forme de prudence vis-à-vis d'une question et de questions qui sont sensibles, qui sont importantes pour notre société et pour lesquelles il faut organiser un débat national dans lequel l'Istiqlal s'inscrira et dans lequel l'Istiqlal contribuera. Et il ne faut pas oublier que, contrairement à l'image du parti, sur certains nombres de composantes, nous sommes un parti pour lequel la liberté est un des fondements. C'est l'un des fondements essentiels de notre parti. Et la liberté est un tout. De la liberté individuelle, de la liberté du corps, de la liberté de penser, de la liberté d'opinion, aux libertés collectives, syndicales, politiques, associatives, de manifester, etc. Et donc toutes ces composantes, eh bien, dans notre hymne, c'est-à-dire que traduisez s'il vous plaît. Eh bien, notre militantisme, notre effort est pour la liberté et le sacrifice et le chemin pour y arriver jusqu'à ce que c'est-à-dire nous sacrifierons, nous travaillerons jusqu'à atteindre la liberté. Donc la liberté, c'est un des fondements de l'Istiqlal et donc il faut le rappeler et il faut le célébrer. La liberté, c'est supprimer toutes les chaînes qui empêchent un peuple, un individu de s'émanciper, de grandir vers la rationalité, vers la raison, vers la science, vers tout cela. Et donc cette modernité existe dans les fondements de notre parti. Et cette liberté de revendiquer qui concerne en fait la dépénalisation en fait de
de l'acte sexuel hors mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je le disais, c'est des questions aujourd'hui qui doivent être traitées dans le cadre d'un débat national, d'un débat sociétal. C'est des questions qui sont comparables à ce qui s'est passé sur la question de la femme et sur aussi le sujet de l'avortement. Ce sont des questions qu'il faut traiter dans le cadre d'un débat parlementaire, d'un débat aussi en impliquant l'institution, le Conseil supérieur des ulama, en impliquant Imarat al-Mu'minin, qui sont des composantes qui font que le Maroc réussit à avancer, peut-être lentement, parfois trop lentement, mais réussit à avancer dans la stabilité et dans un consensus grâce à ces institutions-là. Sur ce genre de questions sociétales, vous êtes très vite catégorisé comme un parti, on va dire, conservateur, à côté en fait du PJD. Oui. Cette juxtaposition, elle ne vous dérange pas? Si, moi elle me dérange. Disons, alors nous sommes un parti, à l'intérieur de ce parti, les différents individus ont des idées différentes et la résultante où nos décisions sont la résultante de débats extrêmement démocratiques, extrêmement sensibles. Ma sensibilité n'est pas la même que celle d'un autre militant et à la fin, nous essayons de converger vers des positions qui sont équilibrées. Mais c'est ça, c'est la capacité à gérer le désaccord de manière démocratique et que nous essayons de refléter. Mais on a tort de coller à Istiqlal une image, je dirais, ultra-conservatiste ou rétrograde en quelque sorte. L'Istiqlal est un parti, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aspire à la modernité. Et on l'a vu, par exemple, on l'a vu sur, par exemple, la question des femmes. Sur la question des femmes, l'Istiqlal a toujours promu la présence de la femme et est un des défenseurs de la parité. C'est une des composantes de notre modèle de développement. Aujourd'hui, nous sommes en retard sur la question des femmes. Nous revenons en arrière. Donc l'Istiqlal, à l'époque, Ali El-Fassi était contre même la polygamie. Sur la question des jeunes, les gouvernements auxquels j'ai participé, on a vu rapidement une nouvelle classe politique arriver du 109, etc. Sur la question de l'avortement, il y a eu des positions du parti. Donc le parti l'Istiqlal n'est pas un parti rétrograde. Il fait attention aux constantes de la nation. Il fait attention à ne jamais être en décalage avec le centre de gravité de notre société et à tirer toute la société d'un bloc et ne pas créer des scissions. C'est ça le parti l'Istiqlal. On ne veut pas créer de scissions, mais on veut faire avancer ensemble tout le monde en protégeant ce groupe. Rapidement, pour passer en fait au nouveau modèle de développement recherché. Je voudrais évoquer avec vous aussi les législatives prochaines. Vous les avez sûrement en ligne de mire. Quelles sont vos ambitions? Disons, le parti se prépare sereinement. Il a les pieds sur terre et il colle à nos militants, nos citoyens, nos sections. Les élections se gagnent sur le terrain. Et donc, nos différentes instances, sections travaillent. Le comité exécutif se réunit de manière extrêmement périodique. Toutes nos instances fonctionnent et le parti prépare ses élections. Des alliances en vue? Parce que ça bouge. Oui, ça bouge. Le parti est ouvert, disons. PPS, par exemple? C'est trop tôt aujourd'hui pour parler de cela. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur notre force et les alliances, je dirais, se feront en fonction de notre propre force, de notre propre message, de notre proposition et aussi des résultats. Alors, vous avez rencontré Chakib Ben Moussa, qui est on va dire, le patron de la commission du nouveau développement, du nouveau modèle de développement recherché, pardon. Vous l'avez rencontré, quelles sont vos propositions? C'est une question. En fait, commençons en fait par les ruptures. J'aimerais bien en fait parler de ces ruptures. Je vais donner quelques exemples. Nous avons déjà une proposition tout à fait complète et globale qui est un modèle de développement, qui n'est pas un modèle économique. Déjà pour éviter cet écueil, nous ne parlons pas que d'économie, nous parlons de la société marocaine, de comment nous voyons le modèle de développement, comment nous devons agir pour améliorer la vie des citoyens et que cette amélioration se fasse, je dirais, dans la globalité des citoyens, avec les femmes, les jeunes, et qu'elle ne se fasse pas au détriment des générations futures. Donc ce volet recoupe tous les volets économiques, culturels, sociétaux, sociaux, etc. et naturellement politiques aussi. Alors dans ce volet, dans cette vision que nous avons proposée, nous avons 6 axes.
une cinquantaine de ce qu'on appelle des inflexions, c'est-à-dire des changements de tendance, des directions qu'il faut changer et qui sont en elles-mêmes des ruptures. Et nous veillons aussi au caractère opérationnel en traduisant cette cinquantaine d'inflexions eh bien, en 150 mesures extrêmement opérationnelles que l'on peut mettre en œuvre, ce qui fait que notre vision est en même temps globale, théorique et conceptuelle, et en même temps extrêmement pratique et basée sur notre expérience de la gestion publique. Alors, ceci étant dit, je ne peux pas aujourd'hui vous parler de tout. Je vais parler de quelques exemples, si vous permettez. Si on peut évoquer d'abord, il faut parler de passer d'une société basée sur l'intermédiation, les avantages et les formes de privilèges. Oui, est-ce raisonnable ? Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de secteurs qui sont basés sur les privilèges, les passe-droits. C'est le contraire qui serait consacrer les privilèges et les passe-droits, comme vous le dites, et vous me faites sourire. On a l'impression que c'est ce qui serait déraisonnable. C'est pas une exception, les privilèges au Maroc, c'est une règle. On a cette impression. Alors, je ne peux pas avancer un chiffre. C'était la lutte contre l'économie de la rente, c'est un des slogans traditionnels que nous avons et que nous avons mis en place. C'est-à-dire que peu de gens s'en souviennent. Mais quand j'étais par exemple moi au gouvernement, premier mandat, eh bien, nous avons supprimé les agréments du transport de marchandises. Avant que nous soyons au gouvernement à cette époque-là, pour opérer un camion et acheter un camion et transporter une tonne de marchandises, il fallait avoir un agrément, soit par copinage, soit l'acheter, soit l'obtenir d'une manière qui n'était pas très claire et pas transparente. Pardon, c'est important de savoir qu'on peut le faire. Et donc nous les avons supprimés tous, et au lendemain de cette suppression, nous les avons remplacés par des critères objectifs, et du jour au lendemain, tous les Marocains ont pu acheter des camions, ceux qui pouvaient bien sûr, ont pu acheter des camions en se conformant aux critères de professionnalisme, de capital, etc. Et ça a créé un essor extrêmement important et des dizaines de milliers d'emplois ont été créés dans le transport de marchandises. Donc voilà un exemple tout à fait concret de libération des capacités qui existent dans l'économie et qui sont loin d'être une fatalité. Il faut ça n'a pas été appliqué à d'autres secteurs. Non, ça n'a pas été appliqué. C'est pour ça que nous le revendiquons aujourd'hui et nous disons qu'on a tort de penser que l'économie du Maroc aujourd'hui est, je dirais, à un stade d'équilibre vertueux. Non, il y a des abus de position dominante et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les conditions de concurrence libre et saine et sereine et la promotion de la création de l'entreprise, eh bien, ne sont pas aujourd'hui offertes. Or, c'est un des rôles de l'État. L'État, dans l'économie, ne doit pas être un opérateur, il doit être un régulateur et ouvrir les marchés à l'initiative privée, marocaine d'abord et internationale ensuite. Alors, vous parlez de... Mais ça, c'est un des volets. Vous voyez, c'est un des volets. On peut parler d'un autre. On ne peut pas parler de tout, malheureusement, parce que vos propositions sont elles sont volumineuses et on ne pourra pas tout évoquer. Je vais évoquer... J'aimerais bien vous poser une question sur l'être humain, en fait, le citoyen marocain. Alors, parce qu'en fait, c'est ça, quelque part. C'est-à-dire que si demain, nous avons des politiques qui ciblent le citoyen marocain de façon à ce qu'il soit touché directement, que ce soit dans les grandes villes ou dans les régions reculées, je pense que le Maroc, il changera facilement. Est-ce que c'est d'abord faisable et qu'est-ce que vous proposez pour que ça puisse devenir réalité ? Alors, toutes nos propositions ciblent le citoyen marocain. Alors, je vais parler de certaines. La première, et c'est une proposition, je dis, révolutionnaire, dans la mesure où elle n'est dans les programmes ou dans les idées d'aucune force politique, avec la manière dans laquelle nous la proposons. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État doit encourager et développer la classe moyenne, c'est-à-dire qu'il doit continuer bien sûr à lutter contre la pauvreté et l'exclusion, ça c'est absolument nécessaire, mais il doit en même temps encourager le noyau familial d'une famille, d'un homme, d'une femme qui travaillent, qui ont 2 ou 3 enfants, qui vont à l'école et qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui aspirent à un Maroc meilleur. Ce noyau-là, eh bien, il faut aujourd'hui l'encourager et ça doit être un des grands objectifs de toutes nos politiques publiques. Et c'est ça l'idée du modèle. L'idée du modèle de développement, c'est avoir des objectifs généraux, clairs, extrêmement précis, sur lesquels convergent les politiques publiques. Et là, on aura une politique d'habitat qui encourage la classe moyenne, une politique d'éducation qui encourage la classe moyenne, par exemple des bourses pour avoir accès à des études universitaires de qualité pour ces familles de la classe moyenne, des programmes de couverture médicale, des programmes de retraite, etc. Et pour ça, il faut
le mettre en objet. Or, aujourd'hui, le citoyen de la classe moyenne est abandonné par l'État. On considère qu'il est capable, qu'il se débrouille, or c'est lui qui, demain, doit être le moteur de développement de notre économie et de notre consommation. Et pour cela, un point extrêmement important, il faut expliquer ce que doit être cette classe moyenne. Et nous apportons cette proposition de définition, c'est-à-dire ce sont toutes les familles dont les revenus, qu'ils soient privés ou publics, qu'ils soient salariés. Parce qu'il y a un débat sur la définition de ce que c'est qu'une classe moyenne. Alors c'est justement. Quelle est votre définition? Il y a une définition, c'est que c'est une famille dont les revenus, quand ils habitent en ville, sont entre 9 000 dirhams par mois et 27 000 dirhams par mois. Et dans le monde rural, entre 6 000 dirhams et 18 000 dirhams. Je parle des revenus, c'est-à-dire, vous pouvez être agriculteur, vous pouvez être commerçant, vous pouvez être salarié dans une entreprise privée. Et voilà. Et tous ces revenus du foyer, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, doivent rentrer dans cette tranche-là. C'est le montant qu'on estime minimum pour pouvoir subvenir aux besoins primaires, alimentaires, de transport, de mobilité, de santé et d'éducation, et d'avoir accès à un petit peu de loisirs ou à un petit peu d'épargne. Et donc, cette classe moyenne, nous considérons qu'il faut l'ériger en objectif national. Aujourd'hui, 20% des citoyens marocains ou des familles marocaines à peine rentrent dans cette catégorie. C'est-à-dire que vous avez 80%, et c'est la réalité, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts qui sont pour nous la pauvreté, à part bien sûr un ensemble assez réduit de riches qui sont très riches. Eh bien, cette classe moyenne, nous voulons qu'elle soit au moins de 80% au lieu de 20% dans un objectif déterminé de délai qui doit être défini. C'est une des propositions. Et qu'est-ce que vous proposez pour vraiment faire sortir le monde rural de sa léthargie? En fait, on a l'impression que passer d'une ville comme Tanger, Casa ou Rabat et aller dans une petite bourgade, on a l'impression de voyager dans le temps. Eh bien, déjà, comment résorber ce fossé? En agissant sur la classe moyenne, nous agissons sur le monde rural et sur le monde urbain. J'ai bien proposé une définition pour le monde rural. Et donc, c'est ça. C'est pas catégoriser les gens, mais c'est cibler les citoyens où qu'ils sont sur une montagne, ou qu'ils soient dans la plus grande des villes, ou dans un petit patelin. C'est cibler ces citoyens-là. Et dans ce cadre-là, pour revenir plus à la question du monde rural, c'est-à-dire des déséquilibres territoriaux, qui sont l'une des défaillances aujourd'hui du modèle passé, eh bien c'est la régionalisation qui doit s'activer et se mettre en œuvre à la hauteur des promesses qu'on en a faites. Aujourd'hui, nous déplorons une mise en œuvre ralentie de cette régionalisation. Aujourd'hui, nous sommes 10 ans, exactement, presque jour pour jour, 10 ans après le premier discours de Sa Majesté quand il a créé la commission sur la régionalisation. On ne peut pas dire qu'en 10 ans, le bilan de cette régionalisation avancée soit glorieux. Il faut l'activer. Et quand nous, Marocains, nous annonçons une réforme et nous décidons quelque chose, nous devons la mettre en œuvre plus rapidement et avec plus de volonté et plus de détermination. Voilà, en fait, sur une petite virée dans les réseaux sociaux au Maroc, vraiment les critiques en fait, qui ciblent le discours des politiques quant à ce modèle de développement, ils sont vraiment très, très acerbes. C'est-à-dire, on dit que quelque part, surtout les partis en fait, qui ont été au gouvernement, ils sont responsables de pas mal de problèmes que vit le Maroc aujourd'hui. Comment peuvent-ils avoir vraiment la clé aux problèmes, à ces problèmes-là? Tout d'abord, le fait qu'il y ait des problèmes ne signifie pas que certains n'ont pas été résolus. Grâce à Dieu, nous avons vu tous les développements qui ont eu lieu au cours des dernières années. Le développement des infrastructures. Mais beaucoup reste à faire. Oui, beaucoup reste à faire. Mais le fait que beaucoup reste à faire ne signifie pas que rien n'a été fait et que donc toutes les forces politiques qui sont là sont à jeter à la poubelle. Je ne défends pas ni mon parti, ni tous les partis. Nous avons beaucoup à améliorer dans notre action. Nous sommes en remise en cause permanente et je suis l'un des plus critiques à l'intérieur de mon parti. A-t-on besoin d'un nouveau modèle de gestion des partis? Mais bien sûr, bien sûr. Et l'un des axes comment se présenterait-il en fait? On n'a pas des partis, mais de notre démocratie et de notre champ politique. Nous devons réorganiser notre champ politique pour qu'il crée plus de confiance, et dans ce champ politique, les partis bien sûr sont importants, mais les institutions autres sont importantes telles que le Parlement. Il joue un rôle très important et fondamental, et les citoyens eux-mêmes sont partie très importante dans cette refonte politique qui doit être faite, parce que nous avons, pour simplifier, bien sûr que les partis ont énormément d'imperfections, encore une fois, je ne suis pas là pour les défendre, mais
nous ne pouvons pas faire une démocratie sans parti politique. Ça n'existe nulle part. Et donc nous avons le choix entre une dictature et une démocratie qui est le système, comme on dit, qui est le pire système, sauf qu'on n'a pas trouvé mieux. Et donc les imperfections ou les défaillances, pour ne pas parler d'imperfections qui existent dans la classe politique et dans les partis, eh bien, doivent être corrigées. Nous sommes les premiers mobilisés, et je suis en tout cas l'un des premiers mobilisés pour améliorer cette action, parce que je crois, et le Parti l'Istiqlal croit en la démocratie. Alors, mobilisez, vous les êtes, quelles sont vos ambitions, vous en tant que Karim Relleb? Bien, écoutez, moi aujourd'hui j'ai un passé politique assez important. J'agis aujourd'hui en tant qu'acteur économique à ma dimension, en tant qu'acteur social comme je le peux, et en tant qu'acteur politique au sein de mon parti. Et partout où je peux faire quelque chose, apporter une idée ou contribuer à la mise en œuvre de cette idée. Je crois beaucoup en la mise en œuvre. Nous ne sommes pas... les idées sont importantes, et le travail qui se fait en ce moment de réflexion, cette pause qui se fait aujourd'hui dans nos théories pour un nouveau modèle de développement, eh bien, est salutaire, mais elle ne vaut pas la détermination, encore une fois, la volonté, l'enthousiasme et la compétence qui doit être mise en place. Quand je dis compétence, c'est individuel, des individus, et compétence organisationnelle des systèmes mis en œuvre pour qu'on puisse faire arriver le progrès jusqu'à la porte du citoyen. Voilà, jusqu'à la porte du citoyen. On finit sur ces mots. Merci Karim Relleb. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.